Donc, bienvenue à tous et à toutes sur cette conférence que je vais donner, conférence débat autour de bien vivre. Le thème que j'ai choisi ce soir, c'est bien vivre avec Spinoza. En fait, l'idée, c'est que j'ai parcouru des livres de la pensée de Spinoza, et je ne suis pas philosophe, donc je n'ai pas la prétention de vous faire un cours de philo sur la pensée de Spinoza, mais je suis psychologue. Et donc à ce titre-là, j'ai trouvé qu'il y avait des concepts qui étaient vraiment, en tout cas pour moi, intéressants, que je me suis appropriés dans ma vie quotidienne, en y consacrant une pratique. Et donc j'ai envie de vous partager ça, de vous dire combien sa pensée m'a éclairé, et certains de ces concepts, et je ne vais pas vous livrer ici tous les concepts parce qu'ils sont innombrables, mais plutôt les concepts qui, moi, m'ont éclairé et que j'ai envie de vous partager pour voir comment on peut, avec ces clés, ce regard qui pose sur les choses, sur la vie, sur la nature, sur l'être humain, comment on peut mieux trouver ce qu'il appelle, lui d'ailleurs, une forme de félicité, une forme d'agrandissement de la joie, de béatitude, puisque c'est ça qui est visé, en tout cas quelque chose qui nous agrandit dans l'épanouissement de notre être et ne nous rétrécit pas. Voilà. Et donc, comme c'est un des princes des philosophes, puisqu'il a été nommé comme tel, étant donné qu'il a inspiré énormément de philosophes par la suite, même encore aujourd'hui, il y a énormément de conférences philosophiques ou de débats sur Spinoza. Donc on voit combien il a été inspirant et combien beaucoup parmi nous, ce qu'on appelle les philosophes modernes, trouvent encore dans sa pensée de la richesse et des éclairages qui sont vraiment hyper importants et qui restent très vivants de notre temps. Voilà, donc c'était un philosophe, juste quelques éléments, même si je ne vais pas vous faire un cours sur Spinoza. C'est un philosophe du XVIIe, puisqu'il est né en 1632. Il est mort à 44 ans, assez jeune. Et c'était un juif marane, et donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il s'est fait rapidement excommunier de son clan, du judaïsme, parce qu'il n'avait pas la même forme pensée. Rapidement, il a mis en interrogation l'idée qu'il y avait un Dieu à l'extérieur de soi, donc à quoi ça servait d'avoir la foi en un Dieu qu'on place à l'extérieur. Et donc, ce qui va donner le concept de transcendance, à quoi ça sert de passer tout son temps à avoir la foi, parce qu'il remettait ça en question, et pour lui, Dieu, et on va le voir tout au long de cette conférence, c'est que pour lui, Dieu est à l'intérieur, il est partout, il est en toutes choses, il est en nous, il est en être humain, il est dans la nature, il est universel, il est dans l'immanence, et il n'est pas à l'extérieur. Et donc, à partir de là, il s'est fait rapidement excommunier, parce qu'il avait une pensée non conformiste, surtout à l'époque, et il s'est bien gardé d'apparaître sur la scène publique, puisqu'il a été pendant un temps recherché pour être professeur d'université, choses comme ça, et il n'a pas tellement eu envie, il a préféré se retirer en étant dans un métier qui était dans l'optique, il fabriquait des verres optiques, et donc il s'est consacré vraiment à l'étude et à l'étude de sa philosophie, de sa pensée, et ça a été vraiment cette manière de se retirer du monde, et en même temps tout en étant quelque part dans une pratique professionnelle, mais de pouvoir, pour lui, je pense, de donner toute la matière, et il trouvait beaucoup certainement de joie dans cette substance philosophique qu'il a ensuite pu partager par ses écrits, par l'éthique. Donc l'éthique est un livre que je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'est presque imbuvable, c'est compliqué, c'est complexe, parce que c'est à forme géométrique, et probablement parce qu'à l'époque il était menacé et que c'était pas comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de censure, c'était pas très tranquille d'écrire ce qu'il écrivait et de penser comme il pensait. Donc il a écrit ce livre avec presque du mystère, avec des formes géométriques presque extrêmement complexes. Donc effectivement, il y a plutôt des interprètes ou des traductions entre guillemets du livre de l'éthique, ça c'était son œuvre principale, qu'il n'a même pas terminé à la fin de sa vie. Voilà.
Je vais, pour ma part, pour ceux qui me connaissent, donc je disais que j'étais psychologue, donc je vais plutôt développer les concepts qui m'ont marqué et dont je me suis approprié, dont j'ai fait mien, et qui me semblent vraiment importants sur comment on peut agrandir cette joie d'être dans un quotidien, dans notre vie ordinaire. Parce que, comme Spinoza, c'était un philosophe de la raison, comme beaucoup d'autres philosophes d'ailleurs, mais il disait que c'est parce qu'on raisonne différemment qu'on va pouvoir avoir une forme de vie vertueuse, mais par rapport à une compréhension des mécanismes de la nature, des mécanismes humains, de comprendre comment on fonctionne, donc de raisonner différemment. On peut du coup agrandir notre joie de vivre, notre puissance et notre joie de vivre. Donc un des premiers concepts que j'aime bien chez Spinoza, c'est l'idée de... Ah, ça marche plus. Il y a un problème sur le son. C'est le câble. Le câble. Ah, ça marche. Donc c'est l'idée de renforcer sa puissance. Donc, c'est vraiment le philosophe de la joie, parce qu'il dit comme ça, que ce qui est important, c'est comment on va pouvoir renforcer notre puissance plutôt que d'aller toujours et encore plus dans ce qui nous affaiblit. Donc, c'est en comprenant comment on fonctionne qu'on va pouvoir trouver des clés pour agrandir notre puissance. Donc, il dit comme ça, toute notre félicité, notre misère ne réside qu'en un point. À quelle sorte d'objet sommes-nous attachés ? Et notamment, il va célébrer l'amour, c'est un philosophe de l'amour, et il dit comme ça, je pense que vous le connaissez, mais je vais vous le redire, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que on croit pas qu'on puisse produire soi-même l'amour, mais on pense qu'on est attaché à une personne, à un être, à une chose ou une idée, et c'est comme ça qu'on croit qu'on aime. Mais souvent, on se fait une croyance fausse, en fait. Il va beaucoup aider à remettre en question nos systèmes de croyances, parce que il dit comme ça, et ce que moi je trouve très juste, que la seule chose qui est vraie, qui est réelle dans l'amour, c'est notre joie éprouvée. La seule chose qui existe, c'est notre expérience, en fait, que l'on fait autour de l'amour. C'est pas tellement l'autre en face, la personne en face, ou la situation en face. C'est notre expérience sensorielle, chimique, émotionnelle de l'amour qui fait qu'on s'attache à un objet ou à une situation et on a l'impression que c'est grâce à l'autre qu'on est aimant, quoi, ou qu'on vit de l'amour. Mais en fait, non. Tout est relatif ici. Et ce qu'il dit, c'est que c'est notre imaginaire qui nous fait croire que c'est l'objet qui est cause de ça. Mais ce n'est que notre imaginaire. C'est un philosophe, et Spinoza, c'est vraiment ça pour moi qui est essentiel, c'est qu'il va décrier, dénoncer notre imaginaire qui parfois est un piège. C'est-à-dire qu'on s'imagine que grâce à cet objet d'amour, par exemple si c'est dans la relation amoureuse, on est heureux et il nous manque et il nous le faut, ou ça peut être un voyage, ça peut être une situation, ça peut être n'importe quelle cause. Donc on attribue à une cause qu'on imagine va nous rendre heureux. Et lui, il dit, mais faites attention, parce qu'en fait, la seule chose qui est réelle là-dedans, c'est pas tellement l'objet qui est en face, c'est nos sensations, c'est qu'est-ce qu'on éprouve. Et l'amour ne peut être que éprouvé expérientiellement. Donc c'est pour ça qu'il dit que, par exemple, sur l'amour, il dit « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure ». C'est que l'idée qu'on s'en fait, c'est pas forcément la réalité. Voilà. Donc dans beaucoup de cas, il dit « Mais l'amour, c'est à la fois la solution et le problème ». Puisqu'on croit que c'est l'objet qui, grâce à lui, nous permet de nous sentir aimants. Et en fait, c'est pas si vrai que ça. Parce qu'on court souvent après des objets d'amour ou des chimères, par exemple si c'est des relations. Et rapidement, on se rend compte qu'une fois qu'on a la personne, que la personne, ça c'est moi qui le dis, mais vous l'avez certainement remarqué, une fois que la personne est acquise, il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Donc en fait, c'est vraiment notre imaginaire qui est un virtuel, en fait, et qui nous amène à croire à certaines choses qui ne sont pas si vraies que ça. Voilà. Et c'est ça qui le remet en question. Il dit comme ça que
la source de l'amour ne se situe pas dans les qualités réelles de l'objet, hein, aimé, mais simplement dans nos variations d'humeur ou dans nos variations d'énergie que nous ressentons en sa présence. Donc vous savez très bien, comme moi, l'amour fluctue sans arrêt. Un jour, pour une raison ou pour une autre, vous êtes en hausse. Le lendemain, il y a quelque chose qui vous heurte et ça diminue. Il suffit que vous soyez perturbé un jour pour que, hop, vous changiez aussi d'état d'esprit. Donc les variations ne sont pas forcément en lien avec la personne, mais plutôt, lui, il va dire, par rapport à l'idée que vous vous faites de la personne ou de l'histoire que vous racontez autour de la relation ou de la situation. Donc il est beaucoup en prise avec ça, hein, je vous le dis avec mon côté contemporain, mais il dénonce beaucoup les histoires qu'on se fait qui sont liées à notre imaginaire et notre capacité d'imaginer et de se raconter un film, un fantasme qui n'est pas du tout vrai. Hein. Et donc c'est ça qui nous rend malheureux, c'est notre imaginaire qui nous piège, et c'est l'idée qu'on se fait qui est une idée inadéquate, nous dit-il. Voilà. Il dit aussi que parce qu'on a une mémoire sensorielle, une mémoire, on a eu un goût, on a touché quelque chose dans notre expérience, dans une certaine situation, avec une personne ou avec un voyage ou avec quelque chose. Donc ça reste dans notre mémoire et du coup, ce souvenir, on veut le retrouver sans cesse, ce goût du paradis perdu, et du coup ça nous fait croire qu'il nous faut y retourner sans arrêt pour retrouver cette certaine stabilité, ce goût qu'on a trouvé à un moment donné, pour retrouver une stabilité des sentiments. Et donc c'est une forme d'illusion pour lui que de croire que si cet objet on l'a, ou si cette situation on l'a, alors à ce moment-là, ça va nous rendre heureux. C'est ce qu'il appelle les idées inadéquates. On va voir tout à l'heure, et je vais le développer, il appelle ça aussi la différence entre les joies passives et les joies actives. Mais je le développerai un peu plus loin dans le thème des passions. Donc autour de l'amour, voilà un peu ce qu'il décrit. Et donc il met en branle comme ça notre capacité d'imaginer qui parfois nous piège plutôt que nous réussit. Alors à chaque fois j'ai essayé de vous trouver des petits exercices de réflexion par rapport à ce que je raconte et de voir par exemple si pour vous si vous regardez et vous examinez vos sentiments, est-ce qu'ils sont nourris par des souvenirs qui vous ont semblé bons, agréables, goûteux, ou est-ce qu'ils sont nourris par une expérience présente ? Voilà. Posez-vous cette question parce qu'en général, la plupart du temps, nos sentiments se nourrissent beaucoup de souvenirs, de mémoires de souvenirs bons et agréables, plutôt que de l'expérience de ce qui est là maintenant. Alors que les gens qui vont plutôt bien, moi je le vois sans arrêt dans ma clientèle, hein, les personnes qui sont plutôt, je dirais, heureuses, c'est parce qu'elles font fi des souvenirs du passé, parce que ce qui est passé c'est terminé, c'est achevé, mais plutôt elles sont disponibles à l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui est présent maintenant ? Et ce sur quoi je suis disponible maintenant, plutôt que d'enfermer l'autre ou de vouloir l'autre à l'identique de ce qu'il a été, parce que j'ai touché ça à une époque et que je veux y retourner, et je me fabrique le rêve qu'il faudrait que cette personne soit comme ça. Voilà. Ensuite, sur le thème du désir. Alors, une seconde, quelque chose qui tombe. Sur le thème du désir, Spinoza, il est... non mais c'est bon, le câble il est bon. Ah non, ça craque un petit peu, c'est juste qu'il y a des nœuds. Ah d'accord. Ok. Très bien, heureusement qu'il y a des techniciens. Hein. Voilà, c'est mieux là ? Bon. Sur le thème du désir, ce que Spinoza nous relate, c'est que nous sommes des êtres de désir. Être, c'est désirer, et désirer, c'est être. Donc ça, c'est un des fondamentaux aussi que j'aime beaucoup. Et il dit que le désir, c'est vraiment l'essence de l'homme. C'est-à-dire que nous sommes formatés pour être des êtres désirants, mais désirants de tout. Hein. C'est-à-dire que
l'impulsion, la vie qui nous traverse nous amène à être désirant. On a toujours un désir qui en suit un autre, qui en suit un autre, qui en suit un autre. C'est sans fin l'histoire. À la fois, on peut voir apparaître, et notamment on le voit dans le bouddhisme, ça n'a rien à voir avec Spinoza, mais on voit qu'ils ont dénoncé le fait qu'on passe d'un désir à un autre sans arrêt, et c'est sans fin, et on peut se rendre très malheureux à courir après des tas de désirs qu'on s'imagine nous rendra heureux, mais finalement il y en a toujours un après un autre, et c'est sans fin. Donc, comme nous dit Spinoza, est-ce que l'orientation de Spinoza, ça va plus être de dire, tiens, nous sommes des êtres désirants, c'est là notre essence, on est formaté comme ça. Est-ce qu'à partir de là, on peut se remplir de notre désir, c'est-à-dire de notre essence, c'est-à-dire de célébrer la partie de nous qui est désirante. Et donc se remplir de ça, plutôt que de s'attacher à l'objet, de croire que c'est parce qu'on a ça qu'on va bien ou qu'on sera heureux. Non. Est-ce que plutôt que de m'attacher à l'objet, qui parfois me rend souvent malheureux, est-ce que je peux plutôt revenir vers moi et célébrer moi désirant, mon moi désirant, et me remplir de cette énergie qui est une énergie vivante, qui est mon moi désirant, plutôt que de croire à l'objet qui est souvent une pensée inadéquate. Voilà, donc ça c'est un des thèmes que je trouve absolument génial et formidable chez Spinoza, parce que si concrètement, quand vous sentez que vous êtes attaché à quelqu'un, notamment dans une dépendance affective, ou si vous êtes attaché à un métier que vous croyez que c'est ça, c'est votre profession, c'est ça qu'il vous faut aller, ou un voyage, ou n'importe quoi, et vous rêvez de ce truc idéal que vous n'arrivez pas à avoir, et vous faites cette idée que sans ça vous êtes malheureux, eh bien essayez de vous remplir plutôt de votre propre désir. Et chouette, magnifique, soyez heureux d'être désirant. Mais s'arrêter là, c'est-à-dire arrêter de confondre l'objet du désir et vous désirant. C'est complètement différent. C'est-à-dire que l'énergie se retourne, revient auto-centrée, au lieu de partir dans la direction de l'objet. Voilà. Donc vous êtes beaucoup moins dépendant des conditions extérieures et des objets sur lesquels vous croyez que c'est ça qui va vous rendre heureux. C'est une piste énorme de revenir vers le centre, vers l'être, qui est de se remplir de son désir, plutôt que de s'orienter sur l'objet du désir et d'y croire. Voilà. Ça, c'est une piste que nous donne Spinoza, hein. Et il dit que, en général, ce qu'on désire, on croit vouloir autre chose que nous-mêmes. On croit toujours que si on a ça, on va être heureux, si on a ça, on va être heureux, etc., etc. Et on veut toujours autre chose que soi. Et en fait, la seule chose sur laquelle on passe à côté, c'est ce qui va nous rendre le plus heureux, c'est d'être soi-même en fait, dépouillé de tout ce qu'on s'imagine qui nous rendrait heureux si et seulement si. Voilà. Donc revenir à cette simplicité qu'on ne voit pas ou qu'on méconnaît ou à laquelle on ne croit pas, qui est la seule chose de fondamentale pour être heureux, c'est d'être moi, le plus proche de ce que je suis moi, c'est-à-dire mieux me connaître pour vraiment être dans ma singularité. Et il n'y a pas autre chose à faire dans la vie que de se dépouiller de tout le reste pour être au plus proche de soi. Et il dit que c'est la seule chose que l'on cherche, en fait, depuis le début. C'est là notre essence, c'est d'aller vers soi. Et que ça nous paraît simple, mais en fait, c'est tellement compliqué comme chemin. Pour aller de plus en plus vers soi, c'est d'être nous-mêmes et pas autre chose que nous-mêmes. Encore faut-il savoir qui on est et qu'est-ce qu'est notre élan, hein. Voilà. Mais la seule chose que l'on veut, c'est déjà là, en fait. Donc on se fatigue beaucoup, on s'épuise beaucoup à courir après plein de choses, plein de désirs, plein de ceci, plein de cela. En fait, que la seule chose qu'on veut, c'est être soi-même. Et c'est déjà là. Voilà. Et donc pour lui, le désir, il l'appelle conatus, hein, c'est l'effort de persévérer dans son être. C'est-à-dire, en clair, c'est le désir simplement d'être soi-même. Juste le désir d'être soi. Et on rajoute plein de choses. Vous allez voir que dans votre vie, la plupart du temps, vous compliquez énormément parce que vous croyez à des tas de choses qui vont soi-disant vous rendre heureux, ce qui n'est pas le cas. La seule chose qu'on veut, c'est être simplement soi-même. Et c'est d'être en contact avec notre vraie nature, notre essence, notre être, et rayonner ce que l'on est, un point, c'est tout. Voilà, mais la plupart du temps, on n'y croit pas, c'est pour ça qu'on se met plein de complications autour. Voilà, dans l'éthique, il dit comme ça, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien à part l'essence actuelle de cette chose. Bon, c'est la même chose que ce que je viens de dire, mais c'est dit avec les mots de Spinoza à son époque, qui est au XVIIe. Il ne faut pas oublier que Spinoza est un libre penseur, complètement adogmatique, hein. Donc lui, il n'affirme jamais en aucun cas de vérité première,
C'est-à-dire qu'il est dans une pensée intuitive qui permet de toujours tout remettre en question. Et que par rapport à d'autres philosophes comme Descartes ou d'autres qui étaient plus dans des valeurs absolues, lui était vraiment dans une pensée qu'on appelle aujourd'hui intuitive, qui se veut complètement affranchie de tout dogme, et qui est justement dans quelque chose de... Tout est à questionner, et il n'y a rien qui s'affirme vraiment et qui s'enferme dans un raisonnement qui serait valable ad vitam aeternam. Voilà. Donc ça aussi, c'est aussi pour ça qu'il a été à son époque assez décrié, hein, parce qu'il était complètement adogmatique, et c'était une période, en tout cas au XVIIe, hein, dans ces époques-là, ils étaient vraiment dans des systèmes de croyances très, très fermés, et il fallait croire dans des dogmes, dans des systèmes de valeurs, il fallait avoir la foi, il fallait penser comme tout le monde, il y avait des lois établies, etc. Donc tous les libres penseurs, ils étaient un peu rejetés et mis de côté. Hein. Voilà. Alors, pour continuer sur le désir, puisque j'étais sur le thème du désir avec Spinoza, on lui dit, on croit que le désir est un manque. Après, il y aura beaucoup d'autres, même des psychologues, hein, qui auront repris cette idée que le désir naît du manque. C'est parce qu'il y a du manque qu'il y a du désir. Et lui, il dit non, c'est faux. Non, pas du tout. En réalité, on désire que ce qui nous permet d'être nous-mêmes, un point c'est tout, que ce qui réalise notre essence. Donc il dit l'inverse de cette histoire de complétude, hein, de moitié, on va chercher notre moitié, on va chercher à se compléter, s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de tension, on entend souvent ces discours-là, et lui il dit non, c'est pas du tout vrai. Tout simplement, la seule chose et l'unique chose qu'on désire, c'est d'être au plus proche de nous, c'est de toucher notre essence. Qui nous sommes, et le rayonner, l'exprimer à travers notre unicité, notre singularité, et pouvoir le faire émerger et le faire vivre avec toute la force de ce pourquoi nous sommes, quoi. Voilà. Et vous réfléchirez, vous méditerez là-dessus, parce que c'est intéressant, parce que c'est deux positions complètement différentes. L'une qui part dans le désir naît du manque, donc ça veut dire qu'il nous faudra toujours quelque chose et encore quelque chose et encore quelque chose d'autre pour nous compléter, et c'est presque sans fin cette affaire-là. On court, c'est une course effrénée vers des objets à l'extérieur de nous, alors qu'il dit, lui ramène au centre, et il dit revenez vers vous, si vous êtes en contact avec votre essence, et que vous réalisez ça, alors vous serez dans la béatitude. Voilà. C'est complètement différent, il n'y a pas besoin de manquer pour sentir le désir, remplissez-vous de votre désir, et vous serez déjà dans quelque chose de l'ordre de l'amplitude. Dans ce qui concerne les affects, alors il a eu tout un traité autour des passions, des affects, des sentiments, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Ce qui pointe aussi, qui m'a interpellée dans son discours, c'est de dire que, en fait, on se rend compte que chacun fait des efforts pour être approuvé, pour que les autres aiment ce qu'on aime. Hein. On le voit bien dans la relation, moi je le vois beaucoup dans les gens qui viennent me voir dans la relation amoureuse, hein. On voit bien qu'ils cherchent à imposer leur point de vue ou à faire en sorte que son prochain, son partenaire, ait les mêmes goûts que lui. Hein, partage les mêmes opinions, partage les mêmes goûts, notamment toujours au début des relations, ça fait comme ça. On veut toujours que l'autre aime ce que j'aime. Si j'aime ça, alors il faut que je le partage et que celui que j'aime, il aime ça aussi comme moi. Donc on a souvent envie d'être approuvé et d'être loué de tous. Alors il le dit comme ça, lui dit l'effort pour faire que chacun approuve ce que soi-même on aime, et tous voulant être loués de tous, et à force, ils se haïssent les uns les autres. Bon, autrement dit, plus vous souhaitez que ce que vous aimez, les autres l'aiment aussi, vos goûts, vos tendances, vos passions, plus vous souhaitez ramener les autres à vous en les convainquant que ce que vous aimez, c'est bien de l'aimer, il faut le partager, plus vous faites du prosélytisme. Et moins vous laissez de la place à la différence, et plus les gens finissent par se haïr comme ça, parce qu'on veut imposer nos choix, on veut imposer nos goûts aux autres, et finalement, on ne laisse pas place à la différence. Hein, et donc, on ramène toujours à soi. Pourquoi ? Parce qu'il dit comme ça que probablement, on n'est pas sûr d'être aimé, et on veut se rassurer en ayant besoin des autres, et faire en sorte que les autres aiment la même chose comme nous.
Mais on a tort, parce que plus on veut faire du prosélytisme, plus on veut faire en sorte que les autres pensent comme nous, aiment la même chose que nous, et plus on se fait la guerre avec ça, puisque en fait on passe dans ce que j'appelle moi un j'ai raison, t'as tort, j'ai raison, si tu dois aussi, c'est la tyrannie, hein. J'aime ça, tu dois aimer ça, j'aime les vacances à la plage, donc tu dois aimer les vacances à la plage, sinon c'est pas normal, t'as pas le droit d'aimer la montagne, si j'aime la plage, faut que t'aimes la plage. Il y a plein d'exemples comme ça où vous verrez que dans vos relations, quand vous commencez à aimer quelqu'un, vous avez envie de lui faire partager, mais en même temps vous voulez qu'il aille dans votre sens, y compris dans vos opinions. Hein, si vous êtes de droite, vous voulez qu'il pense de droite, si vous ne supportez pas qu'il soit de gauche, etc., etc. Et donc, ce qu'il dit, lui, Spinoza est vraiment pertinent là-dessus, c'est qu'il dit, pour se rassurer, on veut que les autres partagent nos goûts, nos tendances, nos opinions, mais en fait, on se fait beaucoup de tort et de mal avec ça, puisque du coup, c'est comme ça qu'on se fait des guerres. Voilà. Donc, intéressez-vous aussi à cette question-là et regardez jusqu'où vous allez pour vouloir être approuvé, pour vouloir que les autres aillent dans votre sens, partagent les mêmes choses que vous, et jusqu'où ça devient dogmatique. Sur la question du désir, il y a des petits exercices comme ça que j'ai pointés, que je trouve intéressant de vous faire partager. Quand vous tenez à un projet, par exemple, ou à une personne, est-ce que c'est l'idée du projet que vous aimez, ou est-ce que c'est la personne elle-même, ou est-ce que c'est le projet lui-même, ou est-ce que c'est l'idée que vous vous faites du projet qui vous plaît, hein? Parce que, voilà, ça c'est intéressant, parce que Spinoza va dire, mais attention, parce que c'est souvent l'idée que vous vous faites qui en fait vous fait vivre une expérience excitatoire, hein, et pas le projet ou la personne elle-même. Donc, autrement dit, si on prend une personne, est-ce que c'est vraiment la personne que vous aimez, ou l'idée que vous faites de la personne, ou l'idée que vous faites de la relation, ce qu'elle promet, ce qu'elle peut vous donner à vivre? C'est pas la même chose. C'est pour ça que rapidement, Spinoza va émettre toute une orientation autour des pensées, des affects passifs et des affects actifs. Il dit comme ça qu'il y a toute une partie de nos sentiments, de nos affects, qui sont passifs, parce que c'est l'idée qu'on se fait qui est inadéquate. C'est-à-dire on a des pensées qui ne sont pas adéquates, on se raconte que ça va nous rendre heureux, mais c'est l'idée qu'on s'en fait, et c'est pas forcément vrai. C'est pas vraiment la personne qu'on aime, c'est l'idée qu'on se fait de la personne. Hein, je vous rappelle, il dit l'amour, c'est l'idée, c'est la joie qu'on se fait à l'idée d'une cause extérieure. C'est pas vraiment la personne en réel qu'on aime, c'est l'idée qu'on se fait. Et l'idée est souvent faussée par notre imaginaire. On se raconte des histoires. Voilà. Autre chose, regardez, posez-vous la question, regardez comment vous construisez vos désirs. Sont-ils calqués sur ceux des autres? Ou est-ce que vous êtes influencé? Hein, donc, de nouveau, regardez si vos désirs sont vraiment vos désirs propres, ou est-ce que quelqu'un vous parle de quelque chose qu'il est enthousiaste, etc., et puis vous êtes influencé ou conforme à votre clan, à votre norme. Donc regardez si c'est vraiment votre propre désir, ou est-ce que c'est un désir influencé par les autres. Est-ce que vous suivez vos désirs, ou est-ce que vous y opposez? Regardez comment vous construisez vos désirs. Il a aussi beaucoup été question pour Spinoza de libre arbitre. Alors ça c'est une question aussi fondamentale et essentielle, hein, chez les philosophes, où il est question de libre arbitre. Alors pour lui, ça va être simple, hein, il n'y en a pas. Voilà, c'est simple, c'est posé comme ça, c'est-à-dire que pour lui, si les hommes croient qu'ils ont du choix, et qu'en plus ils se disent que c'est par la volonté, si je veux, je peux, et je suis fière de réaliser ce que je crois que je réalise parce que c'est grâce à moi que, il dit, il se trompe. L'humain se trompe quand il croit qu'il a du choix, quand il croit que s'il veut, il peut, il se fourvoie. Alors, il dit comme ça que, et moi, enfin personnellement, je suis assez d'accord avec lui, c'est qu'en général, quand on croit qu'on choisit quelque chose, c'est parce qu'il y a une partie dominante en nous qui va dans le sens
de cette direction, de ce choix-là. Donc, puisque à l'intérieur de nous, la plus grande partie pèse dans cette direction, à ce moment-là, le choix va là. Ça devient une évidence que ça part dans cette direction. Maintenant, si dans notre choix, il y a des parties qui s'opposent, il y a une partie qui dit « Ah, bah, j'ai envie d'aller là » et l'autre qui dit « Ah oui, mais peut-être que c'est pas bien, peut-être qu'il ne faut pas aller dans cette direction, peut-être que c'est dangereux, etc. » Donc, ça dépend du poids dans la balance. S'il y a plus de poids qui va dans la direction de « Ah, bah, peut-être, faut pas, c'est pas bien, etc. », bah, ça commence à faire un conflit. Un conflit intérieur, on appelle nous ça dans les psys un conflit intrapsychique, entre une partie qui veut ça et l'autre partie qui veut l'inverse, avec des besoins différents. Donc celle qui va dire j'ai choisi, la personne qui croit j'ai choisi, elle n'a rien choisi du tout, c'est la partie qui pèse le plus dans la balance qui va dans la direction. C'est tout. Mais il n'y a pas quelqu'un ici qui a choisi quelque chose. Il y a l'idée qu'on se fait qu'il y a quelqu'un qui choisit. Mais en fait, c'est parce qu'il y a plus de poids dans une direction qui part dans l'autre. Et il y a énormément... On est traversé de... C'est complexe, hein, mais on a traversé par plein d'affects, de causes, de pensées, de raisonnements, des choses comme ça, qui sont des conditionnements, puisqu'on est conditionné depuis notre enfance sur ce qu'on a absorbé, des valeurs, de l'éducation, de la région dans laquelle on est, de l'époque, de la civilisation, etc. Donc on absorbe plein de choses et on croit qu'on choisit. On se raconte en tout cas, ou on a envie de se sentir important, d'avoir le contrôle surtout, et de se dire c'est moi qui choisis ici, voilà, c'est moi qui ai fait ce choix, bon bref. Et lui il dit non, non, sur la question du libre arbitre, en fait, vous voyez, il n'y a pas, on est extrêmement conditionné, on croit qu'on a le contrôle, mais on n'a pas le contrôle. Il y a des travaux qui ont été faits à notre époque par Benjamin Libert. C'est rigolo parce que dans les neurosciences, maintenant on avance sur cette question-là. Et donc, ils ont trouvé comme ça qu'une demi-seconde après l'échange des neurotransmetteurs, on prend conscience de la décision qu'on a prise. Mais ça veut dire que la décision, le choix qu'on avait fait, était déjà pris une demi-seconde avant. Hein, c'est vérifié en mettant des électrodes dans la tête. En fait, la décision était déjà prise, mais nous, le temps qu'on en prend conscience, on en prend conscience une demi-seconde après et on se dit « c'est moi ici, youpi, qui ai choisi ». En fait, c'était déjà choisi avant, en fonction de tous les facteurs qui se trouvaient dans votre esprit, le pour, le contre, toutes les informations que vous avez récupérées depuis que vous êtes enfant, toutes vos expériences, vos systèmes de croyances sont mis en élaboration, et à un moment donné, un choix se fait. Mais un choix se fait, et vous vous appropriez le choix, enfin nous, quand on dit « c'est moi ici, youpi, qui ai choisi ». Voilà, et c'est ce que c'est ce que dénonce Spinoza en disant non, sur la question du libre arbitre, vous racontez des histoires, bon ça vous fait plaisir certes, parce qu'il y a une histoire d'ego là-dedans, le moi-je, il est content de se raconter, j'ai du choix, je suis content, quel choix je fais, d'ailleurs, moi je vous le dis, parce que je l'entends sans arrêt, la plupart des personnes qui me consultent me disent sans arrêt, est-ce que j'ai fait le bon choix, pas le bon choix, est-ce que je fais le bon choix, pas le bon choix, en croyant vraiment qu'elles font le bon choix, ou qu'il y a un bon choix à faire. Et moi, ça m'amuse beaucoup parce qu'en général, si le choix se fait, c'est qu'il doit se faire à un moment donné, parce que c'est évident que la plus grande, dans la balance, ce qui va peser, c'est ça. Alors on peut influencer sur le choix. Si cette personne rencontre une autre personne à ce moment-là qui l'influence sur son choix, elle va changer de choix. Mais ça va se faire, quoi. Mais elle croit que c'est grâce à elle. Voilà, bon, ça c'est pour le clin d'œil. Je vous laisserai un temps de questions ou de commentaires, vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien évidemment. Hein. Alors, il dit que, comme ça, que la décision consciente, elle vient trop tard pour qu'on s'en enorgueillisse et que ce n'est qu'un épiphénomène. Et donc, quand on se raconte qu'on a du choix, avec cette histoire d'avoir du choix et d'avoir une forme de volonté, hein, parce que ça veut dire si je veux, je peux, c'est grâce à moi ou à cause de moi que ça va bien ou que ça va mal, eh bien, du coup, naît la culpabilité. Et comme vous le savez, enfin comme je vous l'ai déjà dit et je le redis sans arrêt, 70% de la souffrance humaine s'organise autour de la culpabilité. Je devrais, je dois, j'aurais dû, j'aurais pas dû, il aurait pas dû, il devrait, etc. Voilà. Et donc, si vous supprimez la question du libre arbitre, eh bien, manifestement, vous supprimez la question de la culpabilité. En tout cas, elle s'allège d'autant. Et donc, dans la pratique, et moi je peux vous le dire parce que j'en fais l'expérience, je peux vous dire qu'à ce moment-là, il y a un calme immense au niveau des affects,
Hein, et que du coup on arrête de se raconter qu'on fait des mauvais choix, qu'on fait des bons choix, est-ce qu'il y a un bon choix ou un mauvais choix. Les choix se font parce qu'on est conditionné et qu'à un moment donné il y a un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'on va aller dans cette direction ou dans une autre direction, et les choix se font, la vie se fait, les choses se font les unes derrière les autres, le temps passe, il se passe des choses et c'est pas forcément vous qui avez le pouvoir et les commandes ici et que vous tenez les rênes. Et croire qu'on tient les rênes, c'est aussi une manière d'avoir énormément de culpabilité envers soi et les autres. Et donc, arrêter de croire à ça, c'est justement diminuer la culpabilité, arrêter de s'approprier tout et n'importe quoi. Et c'est surtout ce qu'il dit, c'est aimer son destin, c'est aimer les choses telles qu'elles sont, c'est aimer la vie pour ce qu'elle présente, ce qu'elle nous présente. Et donc c'est aimer ce qui est, aimer ce qu'on vit, aimer le plus possible ce qui est, plutôt que de se raconter que grâce à nous, à cause de nous, notre destinée est dans notre main. Non, plutôt aimer la vie sous la forme des expériences qu'elle nous présente, plutôt que de se raconter je vais vers quelque chose qui va m'exciter, donc une fois que je l'ai, je vais être heureux, donc je vais être heureux, et donc je crois que c'est grâce à moi si je l'ai, ou c'est à cause de moi si je ne l'ai pas, ou grâce à quelqu'un, et tout ça, ça nous épuise beaucoup, et ça nous affaiblit, nous dit Spinoza. Voilà. Donc, cesser de croire au libre arbitre, c'est aussi arrêter de se culpabiliser, mais aussi arrêter de blâmer les autres, de blâmer, de culpabiliser les autres qui agissent en disant aussi, en croyant qu'ils agissent avec leur volonté propre. Donc de croire qu'il y a quelqu'un qui contrôle, c'est fatigant et épuisant. Et donc de cesser de croire à ça, ça donne un autre espace, ça ouvre un autre espace. Remettez ça en question, parce que c'est une croyance qui n'est en général jamais remise en question, hein, je vous le dis. Et Spinoza est un des premiers, il me semble, à s'être vraiment positionné là-dessus, sur cette question du libre arbitre, alors que tous les autres penseurs étaient vraiment dans « je veux, je peux ». Et donc lui, il a commencé, c'est pour ça qu'il était complètement adogmatique, et évidemment, ça faisait... ça fait froid. C'est vraiment une autre forme de pensée, hein. C'est vraiment de se dire, attends, est-ce qu'on a vraiment le contrôle ? Qui a le contrôle ici ? Et qu'est-ce qu'on se raconte ? Voilà, du coup, il dit comme ça que si on arrête de croire au libre arbitre, nos passions se diluent, on ne se focalise plus sur une personne ou sur une chose, et nos affects se calment. En fait, si quelqu'un nous aime, c'est pas parce qu'il a délibérément choisi de le faire, et c'est pas nous en particulier qui l'a choisi, mais c'est à ce moment-là, on passe par là, hein, on s'est trouvé disponible pour le rôle disponible à son scénario affectif. Donc, et c'est ce que je dis souvent dans mes conférences, ce sont des rencontres pour la relation amoureuse de névroses complémentaires. La personne passe par là, elle tombe au bon moment, on est attiré, c'est pas un hasard, il n'y a aucun hasard là-dedans, c'est parce qu'elle vient souvent nous réparer à des endroits où on a besoin d'être réparé. Donc ce sont des névroses qui s'attirent, des vibrations qui s'attirent, il y a de la chimie qui s'attire, mais est-ce vraiment nous qui décidons de quelque chose là-dedans ? Et est-ce que vraiment nous avons le contrôle sur quelque chose ? Vous réfléchirez là-dessus, je vous laisse méditer avec ça. Du coup, ça m'invite à parler aussi de la tolérance. Et avec ce positionnement-là, il dit comme ça que du coup, l'imbécile, le fou, le fanatique ont le même droit d'exister, de se comporter au même titre que le sage et l'homme raisonnable. Évidemment, si on croit qu'ils n'agissent pas de manière délibérée, il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. Il n'y a pas le fou qui est moins bien que le sage, qui est moins bien que le raisonnable, qui est mieux que l'imbécile, etc. C'est juste que il y a un réseau de cause à effet, voilà, il y a des causes qui produisent des effets, et que ceci explique cela, et que du coup, chacun a sa place, et que c'est pas mieux, il n'y a pas de hiérarchie de valeurs, il n'y a pas à hiérarchiser celui-là grâce ou à cause, voilà. Ce qui ne veut pas dire non plus, dans cet état d'esprit, qu'il ne faut pas sanctionner, qu'il ne faut pas faire ce qu'il y a à faire, mettre en prison des gens, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on leur donne, on n'accrédite pas l'idée qu'ils ont fait exprès, ou que c'est de leur faute, qu'ils sont responsables. Voilà, c'est par rapport à la responsabilité, puisqu'on est ici plus dans une logique de conditionnement.
parce que la personne est conditionnée comme ça, qu'elle en arrive à faire des crimes qui vont évidemment sont pas salutaires, donc il faut faire quelque chose de ces crimes, il faut évidemment, voilà, il y a des sanctions, il y a des trucs qui existent, il y a des traitements, bon, bref, faire ce qu'il y a à faire, ça n'empêche pas d'arrêter de blâmer les autres, parce que blâmer, c'est fatigue, c'est s'épuiser, et c'est aussi affaiblir nos affects. C'est se faire du mal quand on passe son temps à accuser les autres et à mettre de l'énergie là-dedans. On a autre chose à faire qu'à faire ça pour déployer la joie. Je vous rappelle que Spinoza est un philosophe de la joie. Voilà. Donc il dit, évidemment, ça revient à dire quoi? Que nous sommes des êtres limités, hein, et que par rapport à nos limites, si on peut accepter les limites et vivre à l'intérieur de nos limites, plutôt que de vouloir toujours croire à la transcendance qui est on se dépasse, on va faire quelque chose, on va pouvoir se changer et toujours se dépasser et se transcender et se dépasser. Et lui, il n'est pas du tout dans cette optique-là, en tout cas beaucoup moins que tout un mouvement qui est courant d'ailleurs, qui est si je me change, je serai un homme ou une femme vertueuse et j'aurai une bonne conduite, et si j'ai une bonne conduite, alors je vais enfin arriver à la libération de quelque chose. Lui, c'est un philosophe de l'ici et maintenant, et il dit c'est sur terre, c'est maintenant que vous pouvez être heureux. C'est pas demain, après-demain, après-après-demain, ou au paradis quand vous serez mort en ayant des bonnes conduites. C'est maintenant que vous pouvez, par le raisonnement, par la compréhension des mécanismes de l'esprit, que vous pouvez agir sur vous-même et donc vous donner plus d'amplitude et plus de joie. Et c'est maintenant que ça peut se passer dans l'expérience. Alors un petit exercice comme ça de réflexion que j'avais noté, de penser à vos blessures du passé sans essayer de pardonner à quiconque, puisqu'on est ici dans personal control, donc il n'y a pas à blâmer ou à pardonner à qui que ce soit avec cette histoire-là, mais de penser à toutes les raisons des personnes qui restent dans votre esprit et que vous avez trouvées désagréables, et pensez aux raisons de ces personnes-là qui les ont poussés à agir et qui ne vous concernent pas. Voilà. Plutôt que de penser, de les blâmer, de dire à cause d'elles, c'est de leur faute, elles n'auraient pas dû, machin, tout ça, plutôt penser dans l'état d'esprit de dire qu'est-ce qui les a poussés, est-ce que je comprends les raisons qui les a poussés à agir comme ça. Ça, c'est des exercices que je fais souvent faire dans ma clientèle. Je leur dis, essayez de vous mettre dans la peau de cette personne quand elle avait 5 ans, quand elle avait 10 ans, quand elle était adolescente, et regardez ce qui l'a poussée à fonctionner comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, elle est comme ça. Voilà. On n'excuse pas la personne, on comprend les conditions qui l'ont amenée à agir comme ça, et ce pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. Et donc, on ne lui en veut pas d'être comme elle est. Du coup, ça augmente la tolérance. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ce qu'il y a à faire en face. Hein. Voilà. Donc, regardez quand vous faites ce petit exercice, est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas? Donc, je rappelle que sur la question du libre arbitre, en clair, il dit on agit, il n'y a pas de libre arbitre, on agit par nécessité en regard à sa nature. Comme par exemple quand vous prenez un chat qui miaule, vous n'allez pas dire qu'il a le choix d'aboyer. Non, donc c'est par rapport à son espèce, il fait partie des chats, donc les chats n'aboient pas. Et vous ne vous posez pas la question, est-ce qu'il a le choix, il n'a pas le choix. Alors que l'être humain, lui, comme il a un néocortex, il se pose, ce qui est la partie la plus sophistiquée qui le distingue des mammifères, il se pose des tas de questions comme ça, mais lui, Spinoza, il nous dit, mais c'est un point de vue d'être humain. L'être humain n'a pas plus d'intelligence quelque part, il croit qu'il en a, mais il n'en a pas forcément plus que d'autres espèces. C'est de son point de vue à lui qu'il s'imagine ça, et il se raconte probablement des histoires. Donc lui, il dit, nous sommes limités par des contraintes nécessaires à notre survie. On est par exemple contraint par la force de gravitation, par les lois biologiques, par les pressions sociales, par les pressions de nos proches, hein. Et à méconnaître notre nature, eh bien, on se croit libre, mais on méconnaît nos limites, et du coup, on subit nos limites plutôt que de les rendre acceptables et de vivre avec nos limites. Hein, je vous rappelle qu'on cherche toujours une image idéale de nous-mêmes, on cherche toujours à être parfait, à nous dépasser, à se dépasser, à faire en sorte que les autres se dépassent. Et en fait, on n'accepte pas nos limites et c'est parce qu'on les subit qu'on devient malheureux. Donc, est-ce que c'est ça qui est possible de changer par le truchement de la raison? Est-ce que je peux, en acceptant les limites, arrêter de moins les subir?
Voilà. Donc c'est pas nous qui devons nous changer, hein, mais c'est de changer, et c'est ça qui est vraiment essentiel dans la pensée pour moi de Spinoza. Ce n'est pas à nous de nous changer, il n'y a rien à changer en nous, mais plutôt de changer notre environnement afin que notre nature puisse s'exprimer, notre vraie nature puisse s'exprimer. Autrement dit, c'est toujours pareil, c'est ce qu'il appelle les affects actifs, hein, les désirs actifs, c'est en quoi je peux agir ici et maintenant et qui dépend de moi pour changer les conditions de mon environnement. Plutôt que de laisser la place à quelqu'un d'autre à l'extérieur de moi, à une situation, à un environnement qui ne dépend pas de moi, qu'on appellera ici les désirs passifs. Voilà. Donc pour lui, la question n'est pas ne plus être dépendant de tout et de rien, mais la question c'est de quoi je suis dépendant, hein, et comment je peux faire pour ne plus... la question c'est pas comment je peux faire pour ne plus être contraint, parce que de la contraction, des contraintes, il y en aura toujours dans l'existence, il y a toujours des devoirs, il y a toujours des obligations, il y a des contraintes et des limites, il y en aura toujours, la vie elle est faite de contraintes et de limites, mais la question c'est quelles sont les contraintes qui me construisent et quelles sont les contraintes qui me détruisent et comment je peux agrandir mon champ de liberté intérieure à l'intérieur des contraintes, sans vouloir extraire les contraintes, sans vouloir renier les contraintes. Je peux être dans une prison, par exemple, pour donner un exemple, et me sentir libre dans la prison, au lieu de me sentir contraint par les limites de la prison, par l'environnement qui est créé. Donc cette liberté intérieure, elle ne dépend que de soi, alors que les contraintes sont liées à l'environnement. Et donc on s'imagine que l'environnement pèse sur nous, mais on ne sait pas trouver en nous cette liberté intérieure qui est je fais avec les contraintes plutôt que de chercher à nier les contraintes ou les annuler, je compose avec les contraintes pour agrandir mon espace de liberté intérieure. Voilà, et donc il dit comme ça, et très justement, et ça c'est une pratique que j'ai au quotidien, sans arrêt je le laisse, ça, je me dis, ma liberté elle ne passe pas par le vouloir dépasser et changer quelque chose à l'extérieur, mais changer quelque chose à l'intérieur de moi, qui est une plus grande acceptation des contraintes, et d'en accepter les contraintes, c'est aussi se rendre libre par rapport à elle-même. Voilà, la vraie liberté, comme il dit, c'est la connaissance de la nécessité, c'est aimer la nécessité, aimer nos limites, aimer nos contraintes. Et quand vous acceptez vos limites, il y a quelque chose qui se détend profondément. Bon, pour en faire l'expérience, je peux vous dire quelque chose qui relâche, dans le sens de ne pas vouloir autre chose que ce qui est là, et donc aimer la vie telle qu'elle est, y compris dans la contraction, y compris dans les limites, y compris dans le fait de ne pas pouvoir tout avoir, et que c'est l'idée qu'on se fait qu'on aura ça qui nous malheureux en fait, parce que c'est pas parce qu'on l'a qu'on va être heureux. Mais on croit ça et on se raconte des tas d'histoires. Le trésor, il est toujours là, et c'est ce que nous explique Spinoza. Alors, je continue, puis après je vous laisserai parler. Hein. Sur le thème des passions. Les passions, pour lui, c'est tout ce qui concerne les sentiments, les émotions, les affects. Hein. Donc je vous rappelle que c'est un philosophe de la félicité et de la joie, donc il s'est beaucoup intéressé aux passions, aux affects. Et moi aussi, puisque c'est quand même mon dada. Donc il s'est intéressé à plein d'autres choses, mais moi, voilà, ce concept-là m'a passionné, et donc je vais vous parler des passions qui me passionnent. Donc lui, il dit que celui qui ne vit que pour ses passions, quand elles ne sont plus stimulées, il a l'impression de ne plus exister, de n'être que l'ombre de lui-même. Bon, ça on le voit beaucoup, notamment dans notre société occidentale, où comme on est plus ou moins tous addicts à l'intensité, on a l'impression que s'il n'y a pas d'excitation, d'intensité, on n'est pas vivant, et donc on va se faire des shoots à l'intensité avec des tas de trucs à l'extérieur de nous. Alors, des personnes, des voyages, des histoires, des romances, tout et n'importe quoi est support pour nous faire sentir de l'intensité, pour nous sentir vivants. Et donc, les gens qui sont passionnés, souvent, sont shootés à l'intensité. Ça va de pair avec l'intensité, parce qu'il y a un goût de la stimulation, et s'il n'y a pas cette stimulation, cette intensité, ils perçoivent la vie comme tiède, fade, inintéressante, vide. Voilà. Et donc, ils préfèrent subir et jouir et souffrir de leur passion, quelque part, plutôt que de ressentir le vide. Alors ça, c'est extrêmement fréquent. Regardez si vous n'êtes pas impacté par ça.
Et donc, l'impression d'être dans quelque chose de plus calme, de plus vide, c'est vécu vraiment comme quelque chose d'éteint et d'inapproprié. Donc la course se fait à l'extérieur avec des tas de trucs excitatoires. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Et donc il dit comme ça que cet homme-là ou cette femme-là était quelqu'un de passif. Voilà, quelqu'un de passif parce qu'il ne vit que par l'excitation produite par l'environnement et donc dépendant de l'environnement. Alors, on est tous plus ou moins shootés à l'excitation et à l'intensité. Regardez toutes les addictions qui existent au jour d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire toute la série de toutes les stimulations et toutes les addictions qu'on a les uns les autres. Mais en fait, c'est très souvent en lien avec ce goût de l'intensité. Donc, on est accroché, agrippé à l'intensité et quelque part, on préfère souffrir plutôt que de se départir de l'intensité. Et donc lui il dit comme ça, et moi je trouve exactement, je partage exactement son idée, c'est qu'on ne peut pas vaincre un désir par un autre désir si ce n'est qu'un désir plus grand. C'est-à-dire que vous savez très bien que quand on est addict à quelque chose, pour se sevrer, il faut remplacer par quelque chose d'agréable, par une autre addiction. On ne peut pas, parce qu'il y a du plaisir là-dedans, et donc on ne peut pas s'en départir comme ça. Donc en fait, lui il dit, pour lui en tout cas, moi je suis assez d'accord avec ça et je le vis comme ça, si la raison, le raisonnement, ce que je suis en train de vous expliquer, si la capacité de raisonner de manière lucide n'est pas un plaisir pour vous, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Il y aura une forme d'impuissance à changer votre conduite. Donc il faut que, quand vous remarquez que vous êtes addict à l'intensité et que vous êtes un homme ou une femme passive, selon Spinoza, il ne s'agit pas de changer vos vices et vos dépendances, parce que vous n'êtes pas coupable et vous allez avoir du mal à combattre vos vices et vos dépendances, mais plutôt à découvrir une envie plus grande qui rendra anodin ces plaisirs qui sont des plaisirs toxiques et des plaisirs qui constituent un cercle vicieux. Et ce plaisir plus grand, c'est toute cette forme de lucidité, de raisonnement, de passer d'un homme passif à un homme actif, et de voir qu'est-ce qui dépend de nous pour agrandir notre joie d'être, revenir à la joie d'être, plutôt que d'être conditionné par des objets à l'extérieur de nous, ou d'être conditionné par l'environnement pour croire que c'est ça qui va nous rendre heureux. Donc c'est être actif, pour lui, par rapport à être passif, c'est quand l'esprit comprend en développant des idées adéquates qui va le rendre heureux et pas des idées inadéquates qui le rendent malheureux, auxquelles il croit. Je vous rappelle le poids de l'imaginaire qui fait qu'on croit que ça va nous rendre heureux, telle personne, telle chose, tel voyage, etc. Et c'est pas vrai du tout, c'est le début des emmerdes, comme vous avez pu le constater. Donc on est passif quand on est dans l'illusion, quand on a des idées inadéquates, et on est actif quand on sort de l'illusion, et qu'on revient à soi pour se donner à vivre des choses qui ne dépendent que de nous et qui nous rendent vraiment heureux. Voilà. Les joies passives ne dépendent pas de nous, mais des conditions extérieures. Les joies actives ne dépendent que de nous. Voilà. Et un affect qui est une passion cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire. Et c'est pour ça qu'il dit que l'intérêt, c'est la connaissance, c'est la compréhension, le raisonnement. Donc c'est un philosophe de la raison aussi, mais d'un raisonnement plus juste, en nous faisant des idées claires sur ce qui nous rend heureux et ce qui nous rend, et arrêter de croire que ce qui nous rend heureux nous rend heureux. Voilà. Changer notre regard. Donc il y a pour lui autre chose que je trouve vraiment important, que je voudrais développer avec vous, parce que franchement je trouve que c'est vrai et j'arrête pas de le dire à mes patients. Il y a des tristesses qui parfois sont inexplicables, des tristesses ou pas que des tristesses d'ailleurs, des affects qui nous rendent malheureux. Donc j'ai déjà parlé de la culpabilité qui ne sert à rien et qui pourrait être dégagée, mais indépendamment de la culpabilité, il y a des sentiments, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être le désespoir, de l'impuissance, des choses comme ça qui tournent parfois en nous et qui sont parfois inexplicables. La plupart d'entre nous, on a envie toujours de comprendre, mais de comprendre pourquoi ça existe, pourquoi on est comme ça, à quelle cause, ça sert à quoi. Au bout d'un moment, parfois la personne elle tourne en boucle dans pourquoi du comment, et ça ne change rien dans l'instant. Donc le cognitif c'est bien, mais par moment ça augmente les ruminations mentales, et bon moi je le dis avec mes mots à moi en tant que femme contemporaine, mais lui il le dit autrement, il dit alimenter la tristesse, la honte, la culpabilité, tout ça
c'est faire la traversée de la souffrance, et à un moment donné, c'est une descente vers les profondeurs et les abîmes de notre moi, mais parfois il y a une forme de complaisance, et on amoindrit notre énergie vitale. Donc à un moment donné, ça ne sert à rien de tourner en boucle là-dedans. Le mieux, c'est de reprendre ce qu'on appelle être actif, ce qu'il appelle être actif. Qu'est-ce qui dépend de moi, qui va faire que ici et maintenant, je vais remonter mon énergie. Et pas continuer de ruminer en boucle sur le pourquoi du comment, et d'expliquer toujours chercher à comprendre, toujours chercher à expliquer tout et tout. Au bout d'un moment, on s'introspecte tellement que notre énergie diminue et on s'amoindrit. Vous l'avez remarqué, ça, hein. Donc, à un moment donné, est-ce que vous pouvez dire stop à ça et voir qu'est-ce qui augmente votre énergie et qui dépend de vous, votre énergie vitale, plutôt que de vous laisser envahir et de continuer à croire qu'en pensant comme ça va vous aider. Non, au bout d'un moment, en pensant comme ça ne vous aide pas. Et vous le remarquez parce que votre énergie, elle fuit. Donc on est bien ici dans un courant, d'ailleurs, sa pensée d'ailleurs a donné naissance à toute la psychologie positive contemporaine, qui est ou la psychologie des ressources. Quelles sont les ressources qui sont disponibles ici maintenant, qui ne dépendent que de moi, qui vont faire que ça va augmenter mon énergie et pas m'amoindrir. Voilà. Ça, je trouve ça extrêmement juste, parce que dans toute chose, à chaque fois que vous visitez quelque chose, il y a toujours le pile et le face. On est dans le monde de la dualité, je vous rappelle. Donc, il y a toujours la tristesse et la joie, pas loin. Il y a toujours dans une ressource, il y a un problème. Dans un problème, il y a une solution. Dans une solution, il y a un problème. Il y a toujours pile et face en même temps. Donc, on a le choix, il dit, de s'orienter soit sur le côté face, soit sur le côté pile. Et en effet, des fois, on a de la tristesse, mais regardez le côté joie, regardez le côté joie qui se déguise en tristesse. Et il peut y avoir vraiment, si vous faites ça, cet exercice, quand vous êtes dans la tristesse, regardez la jubilation, fascinez-vous par votre tristesse et regardez combien de personnes dans la nostalgie vont trouver une forme de joie à être simplement triste. Et vous pouvez vous rallier à la tristesse de l'humanité pour voir qu'il y a de la joie à être traversée par la tristesse, plutôt que de rester scotché dans la tristesse et à le visiter comme un effet d'effondrement. Ça, c'est intéressant de voir toujours qu'il y a un côté pile et face. Et bien souvent, on est dans le côté face et pas dans le côté pile. Et donc, lui, il dit, qu'est-ce qui dépend de vous et qui fait que ça peut vous remettre dans le côté pile, dans le côté joie, et pas de vous amoindrir toujours et encore plus par vos affects, c'est-à-dire de vous laisser posséder par vos affects et de ne pas reprendre la main là-dessus. Autre chose qu'il a beaucoup nommé aussi, et que je trouve extrêmement juste, c'est que nous sommes par rapport aux lois de la nature, nous sommes des êtres qui sont sensoriels. Et donc, notre corps, il est apte à un très grand nombre de choses, dont notre esprit dit comme ça, dont la plus grande part est éternelle. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va nous permettre de développer notre corporalité, notre sensitivité, c'est comme ça qu'on va venir à bout de nos affects tristes, de nos passions tristes. C'est en développant notre sensorialité dans quelque chose de vivant en nous, d'agréable, plutôt que de mettre notre attention sur nos pensées tristes, nos affects tristes, et en bouclant là-dedans. Voilà. Mais on doit simplement et seulement connaître nos passions pour les transformer, mais aussi transformer notre environnement pour qu'il nous procure le plus de joie possible et le moins de tristesse possible. Donc toujours pareil, qu'est-ce qui dépend de moi pour changer mon environnement, changer mon état intérieur maintenant, plutôt que de donner le pouvoir à l'environnement, à des personnes, à des objets, à des situations. Qu'est-ce qui dépend que de moi, qui fait que je vais changer mon état maintenant, mes affects maintenant, et qui va me redonner quelque chose d'agréable maintenant et de plus vivant maintenant, plus de plaisir maintenant. Donc on voit que Spinoza, c'est vraiment un philosophe de l'incarnation, c'est vraiment la sensorialité, l'incarnation, et la vie, elle est maintenant, la joie, elle est maintenant, elle n'est pas prometteuse dans un futur aléatoire, elle est vraiment maintenant, c'est tout le temps maintenant que ça se passe. Voilà. Autre chose aussi qu'il dit, c'est sur l'égoïsme, être égoïste, pour lui, c'est être libre. C'est quand les hommes recherchent au plus haut point ce qui leur est utile, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais agrémenter ma joie maintenant, et que aussi partons du principe que les hommes s'utilisent les uns les autres pour aller mieux, on s'utilise pour se faire du bien. Et pourquoi pas, plus je m'aide moi, c'est ça qu'il dit, plus tu t'aides toi-même,
Et plus tu aides les autres, plus tu vas bien, c'est un cercle bénéfique, hein. Plus tu vas bien, plus tu peux aider les autres. Plus tu vas mal, plus tu es amoindri, moins tu as d'énergie et moins tu aides les autres. Donc regardez toujours et comment, vous pouvez être égoïste dans le sens de prendre soin de vous faire du bien, d'agrandir votre énergie pour pouvoir être un appui pour les autres. Moi je le vois très bien, hein, si j'arrive au cabinet complètement asphyxiée, les autres ne peuvent pas s'appuyer sur moi, ne peuvent pas s'appuyer sur mon énergie vivante, hein. Donc ça, c'est extrêmement important de voir comment on peut revenir à cette notion que nous, on dit égoïste, qui n'est pas égoïste, qui est qu'est-ce qui dépend de moi, qui va faire en sorte que je vais utiliser l'environnement et voir les autres pour augmenter mon amplitude. Voilà. Et être d'accord avec cette idée de s'utiliser les uns les autres, c'est pas du tout gênant si on n'en fait pas un problème. Donc en bon égoïste, on souhaite les autres aussi égoïstes, mais égoïstes d'une façon éclairée, selon Spinoza, et raisonnable, et non passionnelle, et c'est comme ça qu'on rendra service aux autres et pas en pensant différemment. Voilà. Donc voilà. Ça j'ai dit, arrêtez de persuader les autres qu'il faut aimer ce qu'on aime, parce que c'est une hérésie, hein, selon lui. Voilà. Après, le dernier bout que j'ai retenu et qui m'a interpellée pour moi, c'est Spinoza et la religion. Parce que là aussi, il a été... voilà... c'est vrai qu'il s'est fait excommunier, puis il a été longtemps sur la sellette à cause de ses positions sur la religion, hein, parce que pour lui, la religion, c'est une superstition. Donc c'est un homme mystique, c'est un homme qui a l'amour intellectuel de Dieu, et qui le dit comme ça, mais il n'est pas religieux puisqu'il est adogmatique, et donc il veut s'extraire de tous les dogmes de n'importe quelle religion et de n'importe quelle pratique religieuse qui va croire en des systèmes de valeurs sur lesquels tout le monde doit croire la même chose que ce système-là. Et lui, il dit que l'homme n'est pas soumis au jugement de Dieu, il n'a pas été créé à l'image de Dieu, que Dieu n'attend rien de lui et que le monde n'a pas été créé à la convenance de l'homme, voilà, que ses croyances sont aliénantes et que ça nous fourvoie et ça nous met vraiment... toutes ces croyances-là nous affaiblissent plutôt que nous rendre plus joyeux. Ça ne veut pas dire qu'il est athée, hein, il a été décrié, mais il n'est pas non plus athée. Il est plus proche du panthéisme que de l'athéisme, parce qu'il parle souvent de Dieu quand même. Mais pour lui, Dieu est en tout, hein, ce qu'on appelle l'immanence. Il est en toute chose, il est dans tous les êtres, et il est dans la nature, il est dans toutes les lois, il est dans tout ce qui obéit à l'universel. Il est partout. À l'inverse de la pensée, c'est la pensée moniste, hein, à l'inverse de la pensée dualiste, hein, qui mettait Dieu, la séparation entre le corps et l'esprit, par exemple, ou le bien, le mal, etc. Ici, il y a la pensée moniste chez Spinoza qui fait que, c'est un des premiers, mais il y avait déjà d'autres penseurs monistes avant lui, où justement, tout est dans tout, et il n'y a pas de séparation, il n'y a pas à séparer, il n'y a pas à générer... des dualités entre le bien et le mal, entre le corps et l'esprit, tout se retrouve en tout, et tout est universel. Donc voilà, Dieu se définit, et Dieu est à l'infini, et l'infini est en nous, l'infini inclut tout, c'est la totalité de l'univers, et c'est l'ensemble de la nature. L'homme obéit, selon lui, aux conditions de la nature, il obéit aux lois de la nature, c'est pas la peine de partir dans des hauteurs célestes sans s'intéresser à notre condition, à notre nature terrestre, selon lui. Parce que les lois divines sont les lois de la nature, et comme on obéit aux lois de la nature, ben on est pris quelque part par la physiologie, par la biologie, par nos trucs de survie, par nos limites, et c'est là où on va trouver la liberté. C'est là où on va trouver quelque chose de divin, c'est en acceptant ça, plutôt qu'en voulant croire à quelque chose de l'ordre de la transcendance, qui est qu'il faut parvenir à quelque chose d'illimité en faisant quelque chose qui n'est pas accessible. Voilà, donc chez nous, enfin il dit comme ça qu'il y a chez chacun d'entre nous une émanation de Dieu, et il n'y a pas à juger le comportement des humains, ni à condamner, ni à encourager. C'est quand l'homme condamne son voisin, son prochain, qu'il se condamne lui-même. Et donc, il n'y a pas de question à se rendre parfait. La perfection est encore une histoire que se raconte l'être humain à courir après une chimère. La perfection, elle est déjà là, elle est dans l'acceptation de l'imperfection. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs. Et ça veut dire que l'illimité est dans le limité. Voilà, on trouve cette notion-là. Et il dit comme ça que si le mal existe, les guerres, tout le reste, c'est parce qu'on met l'homme au centre.
et on croit à la perfection qu'à partir d'un besoin et d'expérience d'humain. Et c'est un point de vue d'humain, et c'est pas le point de vue de la création. Le point de vue de la création, c'est pas du tout vu comme ça, selon lui. C'est simplement notre point de vue d'humain qui se racontons cette histoire-là. Mais c'est pas forcément dit que c'est vrai. Voilà. Voilà. Donc il juge pas la violence. Hein. Il dit pas que c'est bien ou c'est mal. Il dit que ça a sa place. Et que si on aime la nature et si on aime tout ce pourquoi nous sommes créés, si nous aimons l'être pour lequel nous sommes, hein, si nous aimons, autrement dit en clair, si nous aimons ce que nous sommes, si nous aimons tout ce qui est, à ce moment-là, c'est la béatitude parce que c'est la joie mystique. Et il se trouve que Spinoza a été vraiment traversé par la pensée mystique. Et c'était ça qui était pour lui certainement support de joie, c'était cette forme de béatitude qui apparaît quand on aime tout ce qui est, plutôt que de vouloir toujours autre chose que ce qui est. Voilà. Et donc on n'aime pas Dieu pour obtenir un salut, un paradis, parce que l'amour de Dieu est le salut en lui-même. Donc on voit ici, à travers cet exposé que j'ai fait, que si par le raisonnement, par cette compréhension des mécanismes, on arrive à toucher cet espace-là, à ce moment-là, on aime toute chose pour ce qu'elle est, y compris soi-même, s'incluant soi-même, et on ne cherche pas à changer le monde, ni à se changer soi, ni à se libérer de quoi que ce soit, mais d'un coup, on est touché par une forme de grâce qu'il appelle la béatitude. Et c'est la grâce de l'existence. Voilà. Et quand vous touchez cet espace, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est juste magnifique, qui ne peut pas durer des années, mais, parce qu'après on revient dans nos petits mois, mais il y a quelque chose qui peut être touché et qui est ce qu'évoque avec toute sa pensée inspirée, ce qu'évoque Spinoza, qui était, je vous rappelle, complètement en dehors des dogmes de son époque. Peut-être pour notre époque ce serait différent, mais à son époque c'était complètement renversant et bouleversant par rapport à tout ce qui était la pensée de l'époque. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vais vous laisser un temps de questions sur lesquelles j'espère pouvoir répondre, ou vos commentaires par rapport à ce que j'ai dit ou ce que vous connaissez de Spinoza et en quoi Spinoza peut vous aider dans votre quotidien. Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est qu'est-ce que vous pouvez vous approprier de la pensée de Spinoza pour vous épanouir, pour vous sentir mieux dans vos quotidiens, pas seulement parler sur un discours abstrait, mais qu'est-ce que vous pouvez emporter de ça, retirer de ça et appliquer dans vos vies. Voilà. Je vous passe le micro. Alors, oui, pour parler, vous prenez le micro. Sinon, ça ne passera pas. Il n'amplifie pas, mais sinon, il ne passe pas dans la caméra. Mais je vais commencer, moi. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend ? Oui. Bon. Alors, par rapport au libre arbitre et le fait de choisir ou ne pas choisir, moi, ça me choque, ça me perturbe. Vous dites qu'on est formaté par rapport à notre éducation, religion, culture, etc., et qu'on fait les choix qui sont installés, ancrés quelque part là-dedans. Alors, moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire choisir, du coup ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment, si on part de ce principe-là, comment, par exemple, je prends l'exemple d'une même fratrie, de la même éducation, d'une même culture, des mêmes parents, du même vécu, grosso modo, avec chacun sa singularité, faire des choix totalement différents, voire complètement aux antipodes, pas du tout les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes directions de vie, etc. Voilà. Oui. C'est un des points cruciaux de la philosophie de Spinoza, c'est cette histoire du libre arbitre, justement, hein, et cette histoire de croire qu'on a du choix, de croire qu'il y a quelqu'un qui contrôle quelque chose, qui est au contrôle, qui a les commandes et qui décide. Et donc, c'est toute l'histoire de la responsabilité, qui est responsable de quoi, etc. Bon. Et donc, lui, là-dessus, son positionnement, c'est non. C'est une histoire qu'on se raconte, il n'y a pas quelqu'un qui commande quelque chose. C'est tout un fact, c'est les histoires de cause et d'effet. Je vous ai dit, hein, certaines causes produisent tels effets, et donc à partir de là, par exemple, tu es dans un restaurant, tu as un menu, tu as plusieurs plats, donc tu te dis, tiens, j'ai le choix de prendre la pizza ou de prendre les pâtes à l'aioli. Et tu dis, c'est moi qui choisis ici.
En fait, non. Il se trouve que tu choisis peut-être les pâtes à l'aioli parce que tu as dans ta personnalité tout un passé où tu as exploré des tas de goûts, où on t'a raconté que les pâtes c'était mieux, que l'aioli il fallait le faire comme ça, que tu viens de telle région. Mais ça, tout ça, tu as oublié. C'est des tonnes d'informations sensorielles. Il y a une mémoire sensorielle aussi. Hein. Il n'y a pas qu'une mémoire cognitive. Donc, il y a tout un tas de facteurs qu'on a carrément éloignés que d'ailleurs que Freud a nommé inconscient, hein, d'ailleurs, et d'ailleurs Spinoza a été un des pionniers qui ensuite a donné aussi libre cours à tout ce qui traite de l'inconscient. Et donc toutes ces raisons-là, on ne les a pas à jour, mais en même temps elles agissent en nous, elles se meuvent en nous. Et à partir de là, quand on croit qu'on fait des choix, lui il dit non, alors, attendez, arrêtez de vous raconter un truc, vous ne faites pas des choix, ces choix ont l'air d'être faits par vous, mais en fait il y a tout un tas de facteurs qui expliquent que ces causes produisent ces effets-là. Et n'oublie pas qu'il y a le parcours personnel, hein, toutes tes expériences et ta somme d'expériences, tout ce que tu as absorbé. Il y a le parcours, le poids des descendants, le transgénérationnel, il y a l'inconscient collectif, c'est-à-dire que la région, enfin, il y a des poids culturels, il y a des poids de l'époque, il y a des tas de facteurs qui influencent ce qu'on appelle le choix. Et les expériences de Benjamin Libert, moi j'aime beaucoup parce qu'elles montrent effectivement qu'on croit qu'on choisit, mais en fait, il était déjà pris auparavant, de manière non consciente. Hein. Notre choix était déjà fait. Tu avais choisi tes pâtes à l'aioli avant de savoir, de te dire tiens, je choisis les pâtes. Donc le verbe choisir n'a pas lieu d'exister. Non, quelque part non. Après, il y a plein de choses dans le vocabulaire qui existent, voilà, à notre insu. Alors la deuxième question qui était un enfant prend cette direction, l'autre prend l'autre, et tu remarqueras, oui, c'est très juste, parce que en fait, à chaque moment, même la mère est différente. En fonction de l'apparition dans la fratrie, tu ne te comportes pas de la même manière. Déjà, tu as changé. Tu n'es plus la même un an après. On n'arrête pas de changer tout le temps. On a compris des choses, donc on ne fait plus pareil, même si on ne s'en rend pas compte. On a l'impression qu'on est les mêmes, mais on bouge tout le temps, on évolue tout le temps. Et donc, on n'agit pas de la même manière à un enfant qu'à un autre. Et l'enfant ne s'accorde pas de la même manière aux réponses du parent. Donc c'est normal que, heureusement d'ailleurs, que chaque enfant n'a pas du tout le même profil que celui d'avant et ni celui d'après. Et donc les goûts, les personnalités vont se profiler avec toutes leurs expériences, pas seulement de la maman et du papa, mais aussi les expériences au sein de la fratrie, avec leurs camarades à l'école et tout ce qui va influencer leurs croyances, leurs sentiments et leurs comportements. Oui ? Oui, alors, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont percutée chez Spinoza. Donc, le retour sur soi, je suis entièrement d'accord parce que ça nous place comme en position d'acteur. Par contre, là où je me sens un petit peu gênée, c'est, j'ai l'impression, enfin, c'est un ressenti personnel, que chez Spinoza, il n'y a pas du tout le concept d'évolution dans le sens où maintenant, on a des outils comme la CNV qui est très bien pour justement faire évoluer cette part dominante et nous placer un petit peu plus dans cette notion plus, oui, de choix, en tout cas d'évolution dans nos goûts et dans... Il y a des outils comme la PNL, tout ça, qui nous permettent quand même d'évoluer un petit peu, de faire progresser nos croyances limitantes, quoi. Oui. Donc, voilà. Alors ça n'est pas remis en question du tout, hein. Ça fait partie du conditionnement, ça. Ouais. C'est-à-dire si tu es dans cette époque-là et que tu passes par là et que quelqu'un te parle de la CNV ou de la PNL ou de je ne sais quel outil, ça fait partie de ton parcours. Oui. Donc cette personne se pointe à ce moment-là, elle t'influence à cet endroit-là, donc tu vas faire ce choix-là. Donc tout ça, ce n'est pas du tout remis en question. Ça va faire partie de ton parcours, c'est ça le conditionnement. Il n'y a pas de choix, il s'est passé ça, ceci explique cela. Et donc, effectivement, cet outil t'a permis d'aller mieux, de te sentir mieux. Ouais. Oui, mais ça nous permet quand même aussi de progresser, de ne plus avoir les mêmes points de vue. Et c'est pas l'un contre l'autre. Il ne te dit pas ne cessez pas de progresser. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'aller s'orienter vers l'agréable. On est fait pour s'orienter vers le plaisir. Donc, quand on trouve des outils ou des personnes ou n'importe quoi qui nous aident à nous sentir mieux, ben on prend. On s'oriente sur. Ouais. Donc, on se laisse influencer par des tas de choses qui nous rendent la vie plus confortable, plus agréable. Et c'est ça le conditionnement. Et c'est pas autre chose que ça.
Donc c'est légitime, c'est ça que notre nature est fabriquée pour s'orienter sur le plaisir, c'est les lois biologiques ça. Donc c'est normal que tu t'orientes vers des tas d'outils qui t'aident à aller mieux. Mais après la croyance qui serait je crois que j'ai le choix, c'est là où c'est la différence, je crois que j'ai le choix d'aller là. Non, c'est parce qu'à ce moment-là, tu as rencontré cette personne qui a fait tilt en toi parce qu'il y a besoin d'aller vers quelque chose de plus ample. Et donc voilà, le choix s'est fait parce que tu trouvais ça agréable de trouver des outils pour aller mieux. Après, autre chose, dans ce besoin qu'on a d'être approuvé par l'autre, est-ce que ça ne vient pas aussi du fait d'être conditionné plus par ce que l'on fait, plus que par ce que l'on est aussi? Ah ben bien sûr. Ah oui. Oui, et c'est ce qu'il explique très bien d'ailleurs. Il dit... parce qu'on n'est pas rassuré sur la valeur intrinsèque par notre valeur, on a une estime de nous qui est assez faible. En général, la plupart des enfants ne sont pas assez narcissisés. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir de ce manquement, eh bien, on a des peurs et on a besoin de se rehausser dans l'estime de soi. Donc, on a besoin d'être approuvé par les autres, validé par les autres, que les autres nous aiment. On a des besoins d'être aimés. Et pour trouver des stratégies pour être aimé, qu'est-ce qu'on fait? On va aimer que les gens aiment ce qu'on aime, ou nous rassurent sur nos choix, nos goûts. Ah oui, c'est bien ce que t'aimes, ah c'est super, ah oui, je pense comme toi, ouais, c'est super. Ah mais non, c'est pas du tout super ce que tu fais, ce que tu penses. Alors du coup, ça nous met un coup sur notre estime de nous. Donc c'est pour ça qu'on veut convaincre notre prochain de nos goûts, de nos tendances, de faire partager. Il n'y a pas qu'une bonne intention de partager, il y a le besoin de se rassurer. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer ça, quoi? Aimer ce qu'on est, aimer ce que tu es, et donc attribuer à ton être cette valeur intrinsèque imparfaite. Imparfaite, entends bien, parce que sinon tu méconnais, pour moi, l'image idéale à laquelle tu cours, parce que tu ne la vois pas, tu ne vois pas que tu as construit une image idéale de toi sur laquelle ça ne sera jamais assez satisfaisant, et tu veux toujours y aspirer, et donc tu n'acceptes pas ton imperfection, qui est géniale. Donc du coup, tu ne te détends pas avec ça et tu ne peux pas rayonner ton être. Être simplement ce qu'on est, sans chercher à être autre chose, arrêter de se comparer avec quelqu'un qui est plus, qui est mieux, ou quelqu'un dans ton imaginaire intérieur qui serait plus et mieux que ce que tu es. Tu vois, être ce que tu es, mais ça veut dire reconnaître sa valeur intrinsèque dans quelque chose qui serait limité. Ma valeur est limitée et je suis contente et j'accueille ça et j'honore ça. Et là, il y a quelque chose qui peut rayonner à partir de cet endroit-là. C'est ce qu'il explique, c'est dit avec d'autres mots, mais c'est la même chose. Hein. Donc la nécessité de faire chaque fois un retour sur soi, quoi. Ah bah, de toute façon, il n'y a pas que Spinoza, toutes les philosophes, tous les enseignements, tout mène à toujours un retour sur soi. C'est la connaissance, c'est ça, hein, ce qu'il dit, la vérité. Quand il parle des philosophes, quand ils disent la vérité c'est pour eux la connaissance. La connaissance passe par la compréhension de l'esprit. Ici, on est quelque chose de l'intellect, c'est parce que la connaissance est au service de l'expérience et que je comprends mieux le fonctionnement des lois de la nature, de l'essence de l'être, que je peux trouver des clés et pour être dans ce qu'il appelle, lui, je trouve ça génial, les désirs actifs, c'est-à-dire revenir un homme ou une femme active plutôt que passif qui subit tout et n'importe quoi et qui va au gré du vent en croyant que ses idées sont les meilleures et qu'elles sont adéquates. Non, on a énormément d'idées fausses, notre imaginaire nous piège, et je suis tout à fait d'accord avec ça, et on est complètement balayé par notre imaginaire et nos croyances. Mais ça, c'est pas un changement de société. Alors, ça peut faire un peu. Je veux dire, pour arriver à ce stade-là, c'est soit un individu qui a déjà un vécu, qui a déjà une certaine maturité, parce qu'on le voit bien à travers les enfants. Déjà, il faut être dans cette notion de groupe, de se fondre dans le groupe, d'être dans une certaine identité. Donc, automatiquement, je veux dire, on traverse des années, donc ça va être depuis la petite enfance, l'adolescence, et après, c'est simplement quand on commence à se construire, à être un jeune adulte, peut-être en ayant suffisamment de maturité, qu'on peut arriver justement à ce stade-là. Eh bien, oui, mais la réflexion, oui, tout à fait. En même temps, tu as des jeunes, va savoir pourquoi. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui sont extrêmement lucides déjà, hein,
tout petit. Hein. Donc la maturité, elle est aussi inégale. Hein. Elle est aussi en fonction de l'environnement, en fonction de ton hérédité, en fonction de je ne sais quel hasard qui fait qu'il y en a qui sont plus matures que d'autres. Mais cette capacité de réflexion, hein, de voir, de changer de perspective, effectivement, elle se fait souvent, la plupart du temps, on va dire, en général, avec une forme de maturité. Quand les conditions sont possibles, parce que certaines personnes ne viendront jamais à des conférences, ni liront Spinoza pour se poser des questions. Et c'est comme ça. Et il dit, t'as entendu ce qu'il dit? Il dit, c'est pas gênant en soi. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas l'imbécile qui est mieux que le sage, qui est mieux qu'eux. Il n'y a rien qui est mieux. Chaque chose est à sa place. Et nous, on croit que c'est mieux. On se raconte que c'est mieux d'être quelqu'un d'intellectuel que quelqu'un qui est ouvrier et qui vit sa vie métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Tu vois? Est-ce qu'il est plus heureux? Qui est plus heureux? Mais voilà, donc c'est toute la question, hein. C'est aussi ça. Après, voilà, c'est vrai que pour les philosophes, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la raison amène un agrandissement. Quand on se retrouve étriqué, on peut agrandir l'espace, approcher beaucoup plus des affects positifs. Hein. Et là, on est vraiment dans l'affect de la joie. La puissance, hein, lui, c'est le philosophe de renforcer la puissance et la joie qui va avec. Hein. Comment on peut se remplir de nos désirs? Ah, de son désir. Ouais, pas de nos désirs. Tu vois la différence entre son désir. Nos désirs, c'est-à-dire nos désirs, c'est la course à travers un désir, puis un autre, puis un autre, puis un autre. D'accord. Chimère. D'accord. Donc, c'est vraiment se remplir de son désir. Ici, la pratique ici consiste à vraiment toujours faire retour sur soi. C'est-à-dire quand tu vois que ton désir part sur l'objet, oui. Et que là, tu commences à te raconter un film, parce qu'il y a un fantasme à la clé, hein, qui en général est associé à une mémoire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui a été touché, que tu as expérimenté physiquement, émotionnellement, à laquelle tu veux retourner. Et du coup, tu racontes l'histoire, ce que Freud appelait l'énergie liée. Elle est liée à l'objet et pas libre. Hein. Et donc, libérer l'énergie, c'est sortir du fait que tu es attaché à l'objet et récupérer ton désir. Et donc, célébrer ça. Je suis un être désirant, puisque je désire, je sais pas, avoir cet homme-là, mais en ayant cet homme-là, je vais être amoureuse, par exemple. Hein. Voilà. Mais je vais être amoureuse, je suis déjà amoureuse parce que je suis désirante. Donc je peux me nourrir et me remplir de cette énergie du désir, qui est une énergie vivante. Et la sentir et l'expérimenter sensoriellement. Et rappelle-toi que Spinoza est un philosophe aussi du corporel, hein, de la sensorialité, de l'incarnation. Et donc il te rappelle à ça, il te dit sans arrêt, remets-toi en contact avec tes sens et vois comment le désir te remplit plutôt que de partir, bille en tête, sur l'objet extérieur, en te racontant une histoire qui va probablement être une pensée inadéquate. Donc tu deviens un homme passif. D'accord, donc en effaçant en fin de compte l'objet du désir. Ouais, tu reviens sur toi et tu fais le goût de je sens mon désir et je sens combien c'est bon d'être dans le désir, sans passer à l'acte, pas besoin de passer à l'acte. Et à chaque fois que tu sens du désir, c'est ton énergie de vie, hein, c'est ça l'énergie de la vitalité, c'est le désir qui part pas forcément vers quelque chose, mais qui est juste le désir qui s'auto-entretient de lui-même. Et plus tu as du désir dans la journée, plus tu célèbres le désir, moins tu t'intéresses au résultat, si ça va jusqu'à la finalité ou pas, plus tu exultes et tu peux jouir de ton propre désir. Et c'est ça, ce dont il parle. Et fais-en l'expérience, parce que du matin au soir, tu peux mettre ton attention sur toi désirante, plutôt que toi qui veux l'objet, qui croit que c'est à cause de l'objet ou grâce à l'objet que ça va aller bien. Mais je trouve que c'est difficile de différencier l'objet du désir. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà. Et c'est ça l'apport. C'est déconfusionner l'objet du sentiment du désir. L'habitude est prise on court sur l'illusion de l'extérieur, hein, sur l'environnement. On oublie de revenir à soi. Et toute l'approche ici est de revenir ici, au centre, dans l'être, et pas de partir dans l'avoir. Comment on peut concilier les deux dans les femmes? Sinon, à ce moment-là, on est autonome et on n'est jamais
concilier les deux, entre le désir et l'objet. Voilà, si on se situe comme un être désirant et qu'on ne va plus chercher à l'extérieur. Alors, c'est pas que alors non, il ne te dit pas ne cherchez pas à l'extérieur, il te dit, pas du tout, hein. Il te dit profitez. Quand vous tombez sur un objet extérieur qui satisfait vos besoins et vos désirs, youpi, profites-en et fais-en l'expérience totalement. Il ne te dit pas arrêtez d'aller vers l'extérieur. Comment on peut concilier cet état d'être, enfin, être désirant et puis tendre aussi vers l'objet du désir? Comment on peut essayer d'établir des allers-retours comme ça? Eh ben, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand par bonheur, de temps en temps ça arrive, tu vises quelque chose et hop, tu l'as, avec le verbe avoir. Donc là, tu en profites un max. C'est-à-dire que tu jouis de toutes tes cellules, vraiment, tu es là à la banane, etc. D'accord? Donc ça, c'est quand par hasard, voilà, ça se passe au bon endroit et tu as exactement l'objet de ton désir. Bon, mais tu sais que ça n'a pas duré longtemps, hein, il va y avoir un autre désir. Bon, et ben, quand c'est pas le cas, quand là, hop, tu vises quelque chose et pouf, manque de chance, ça l'atteint pas pour une raison ou une autre chose. Alors, c'est souvent pas lié à toi, hein, la plupart du temps, il y a plein de conditions et de facteurs qui font que ça se fait pas. Bon, ça se fait pas. Alors, plutôt que d'être sur le tapis, là, l'idée, c'est justement, à ce moment-là, au lieu d'être dans la déception, je n'ai pas ça, je suis malheureuse, c'est de transformer cette tristesse ou cette déception en joie, c'est-à-dire je me remplis, chouette, j'ai du désir. Donc je suis heureuse d'avoir du désir parce que ça montre que je suis complètement vivante. Au lieu de me heurter sur la déception que l'objet ne va pas dans le sens de mon désir, là je me mets martel en tête, en plus c'est un mur, je me prends un mur, et bien au contraire je me dis bon ok, ça n'a pas marché. Parce que n'oublie pas qu'ici il n'y a pas de libre arbitre, et que s'il n'a pas pu me donner ce que je veux, c'est parce que lui, à ce moment-là, ou elle, à ce moment-là, elle était dans certaines conditions qui ont fait que ceci explique cela, et que je ne veux pas commencer à l'en vouloir, parce que ça ne sert à rien, je mets de l'énergie au mauvais endroit, je reviens vers moi, tu vois, c'est assez simple quand même, je reviens vers moi, et je me remplis de mon désir, parce que l'autre n'y est pour rien dans cette affaire. Il y est pour rien, parce qu'il a fait de son mieux, et de son mieux, ça n'a pas donné suite à mon désir. Mais je ne me prends pas martel en tête et j'arrête de me prendre des murs. Et j'arrête de ruminer sur le fait que c'est de sa faute et qu'il aurait pu faire autrement. Parce que ce qui nous met mal, c'est la croyance qu'il aurait ou qu'elle aurait pu faire différemment. Ça, c'est faux. Surtout si on arrête de se raconter l'histoire du libre arbitre. Voilà. Ça change toutes les données. Hein. Il y a quelque chose qui s'apaise radicalement, il le dit, hein, ça calme les affects, d'arrêter de croire que les gens ont le choix. Bah, je voulais juste dire que j'adhérais complètement à Spinoza et avec mon expérience passée ces 2 dernières années, en fait j'ai retrouvé tout ce que vous avez dit dans ma vie. Et quelque part c'est très rassurant justement et ça m'a permis aussi de me surpasser et d'encaisser pas mal de choses dans ma vie qui auraient été plus difficiles pour d'autres ou pas. Et alors ce qui est rigolo, c'est que la dernière fois vous avez parlé des pervers narcissiques, si je m'en souviens bien, et je suis arrivé là par hasard, parce que moi je travaille à la scène ouverte, je suis là, après, donc je travaille, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a absolument aucun hasard. Et je pense que chacun écrit son destin. Et le libre arbitre, il se fait quand on se retourne derrière sur sa vie, on se dit voilà, ça c'était ma vie. Voilà. Oui, cette somme d'expérience. Merci de votre témoignage, hein, parce que... En tout cas, je suis heureuse de voir que la pensée de Spinoza, qui continue d'inspirer encore pas mal de personnes dans notre monde contemporain, elle peut aider nos pères à se sentir mieux et effectivement à traverser des moments difficiles sans couler complètement et alléger un peu tous ces systèmes qu'on a. Alors bon, moi je prends la suite. Et dans l'éthique, justement, ce qui est reporté, c'est la morale, le désir. Mais la morale qui n'est pas faite en fonction de la morale religieuse ou une morale qui pourrait être fixée par quelqu'un d'autre, quel qu'il soit. Oui. Et on parle beaucoup d'ego. Des mots ? Ego. Ah, d'ego. Et si on pousse la pensée, ça devient de l'égoïsme. Oui. Et justement, dans Spinoza, ce qui avait été beaucoup reproché suite à... Surtout à un de ses adeptes qui se disait très spinoziste, c'est-à-dire le marquis de Sade, c'était prendre son plaisir sans donner à l'autre. Ah oui, ça a été mal interprété, oui, c'est sûr. Oui. Non, mais ça a été mal interprété, mais c'est en fait ce qu'il avait mis dans ses géoles, tous les écrits qui ont été retrouvés, où il se disait le plus spinoziste,
parce qu'il avait poussé jusqu'à l'extrême. Voilà. Toujours alors, pareil dans les extrêmes, dès qu'on part dans les extrêmes. À la différence de Descartes, c'est vrai que Spinoza était beaucoup plus dans une pensée des frères, enfin des Lumières, libérales, mais comme dans toute chose, il y a le pendant qui est bon et le pendant qui est mauvais. Mais chacun fait sa propre morale en fonction de l'individu. Voilà. Oui, c'est sûr qu'après les interprétations sont diverses et variées. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre dans la pensée de ce philosophe, comme dans les autres philosophes d'ailleurs. Hein. Donc effectivement, les extrêmes nuisent comme d'habitude. Mais à ma connaissance, il était vraiment, il se voulait un libre penseur et complètement adogmatique. Hein. C'était plutôt son truc que de rentrer dans la morale et les dogmes, puisque c'était l'époque où c'était bourré de morale et de dogmes. Hein. C'était l'inverse. Hein, donc, bon, il voulait se séparer un peu de tout ça. Une autre remarque, c'est que Spinoza reste encore moderne, puisque il y a quelques temps, il y a comment s'appelle, Israël avait regardé pour le remettre dans de le remettre dedans, et je crois que ils ont réuni un conseil où tous les philosophes israéliens étaient là, et en fait la conclusion de ça a été on peut se passer d'un juif quel qu'il soit. Voilà. C'était déjà le cas à son époque. Voilà. Non mais en fait, en gros, par rapport aux conservateurs, c'est sûr que là, la pensée mystique qu'il répand n'est pas conforme à la religion. C'est clair. Hein. Bon, voilà. Après, on aime, on n'aime pas, on prend pas. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce qui peut m'aider à aller mieux. Toujours pareil, ce que disait ce monsieur tout là tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'aide à agrandir ma joie? Est-ce que je peux prendre des choses qui sont bonnes pour moi? Après, si c'est pas bon pour moi, je passe à autre chose. Hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Non? Moi, j'ai une question. C'est pas vraiment une question, mais un approfondissement. Est-ce que tu peux juste prendre... En fait, juste revenir un petit peu, si tu veux bien, sur quand on voit quelqu'un, c'est l'idée qu'on se fait, ou l'idée qu'on se fait de la relation, ou l'idée qu'on se fait de tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien de... En général, quand on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un truc physique, chimique, enfin tout ça. Mais pourquoi c'est toujours l'idée qu'on se fait, ce qu'on croit que ça va être, etc. Pourquoi il n'y a rien d'authentique là-dedans? Ce qui est authentique, c'est ton expérience. Ton expérience est juste puisque c'est toi qui la vis. Donc ça, tu ne peux pas remettre en question parce que ton expérience est la tienne. Après, tout le dialogue intérieur, tout ce qu'on va se raconter, toute l'élaboration qu'on va en faire, on se raconte que c'est authentique puisque c'est nous qui pensons ça. Donc on pense que ce qu'on pense c'est vrai, évidemment. Hein. Mais après, tu regarderas bien que sur la somme des pensées qu'on élabore, il y en a plein qui sont fabriquées par rapport à des expériences du passé sur lesquelles on a compris certaines choses et qu'on se raconte quelque chose et que ça fabrique nos systèmes de croyances. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est notre vérité à nous, mais notre vérité n'est pas une vérité dans l'absolu. Donc, par contre, c'est authentique pour nous, de notre point de vue, hein, puisqu'on le vit et on pense comme ça. Donc pour nous, c'est authentique, mais ça ne veut pas dire que c'est une idée adéquate. Pas dire que c'est une idée qui va t'apporter du bien, du bonheur. Des fois, on a des idées fausses, on se raconte, tu le sais très bien comme moi. Tu te dis, si j'ai cet homme-là, ça va être, je le veux, je vais mettre toute mon énergie pour avoir cet homme dans ma vie. Une fois que tu l'as, t'en es encombré. Donc tu fais quoi? Tu te dis, mais non, qu'est-ce que je me suis raconté? Tu vois? Bon, c'est un exemple, mais il y en a tellement des exemples. Tu dis, je veux ce voyage, avec ce voyage, je vais aller en vacances. Tu pars en vacances. C'est pas plus, voilà, c'était plutôt t'as du plaisir presque avant, c'est moyen quoi, c'est bien, mais bon, le réel est toujours décevant. Donc il y a souvent l'idée qu'on se fait qui n'est pas forcément adéquate. Parfois ça tombe juste, mais parfois ça tombe à côté. Et donc on se raconte des tas de trucs comme ça, et c'est ça qu'il décrit. Il dit mais regardez combien vous n'êtes pas au clair avec votre imaginaire et les idées que vous faites, qui sont issues de vos sommes d'expérience et de vos opinions qui sont fabriquées et moulées sur ce qui a été vécu avant. Et donc vous projetez un futur à partir de ce qui a été vécu avant. Mais vous vous racontez souvent des histoires. Donc est-ce que vous pouvez être plus lucide sur vos idées adéquates et inadéquates, mal orientées? Voilà, c'est ça qui donne comme clé, et qui sont des clés qui sont extrêmement pertinentes et efficaces en plus.
pense, ce qu'on pense, Attends. personne, c'est très souvent ce que l'on est. Redis. En fait, Ça marche, t'inquiète. oui, je disais, en fait, ce que l'on pense souvent d'une personne qui est en face, c'est très souvent ce que nous sommes, nous, que l'on projette. Oui, on projette. Oui, ben, on ne peut pas ne pas On est projeter. dans la On ne peut projection. pas ne pas transférer, on ne peut pas ne pas projeter. On fait tout ça. Si on dialogue, quand même, on brise l'imaginaire, on est dans le réel. Par le dialogue. Mais tu ne peux pas ne pas projeter quelque chose, quoi qu'il arrive. Il y a toujours quelque chose qui va se passer que tu vas projeter. Justement, on a fait à la personne, on a fait un témoignage en disant voilà, j'ai vu ça ou j'ai projeté ça. On peut quand même établir une relation qui est authentique, sincère. Bien sûr, mais les relations, elles sont ce qu'elles sont. Et tant mieux si elles vous donnent du bon, de l'authenticité, du plaisir, etc. Et profitez. On est bien dans la Oui, mais si ça- profitez. si Quand il y a ça de la se joie, modifie- profitez. Mais c'est quand vous allez faire des expériences, justement, que vous appelez négatives, que vous allez vous rendre compte que bien souvent, vous avez pensé de manière irraisonnée, de manière inadéquate. Et là, vous ne vous rendez pas compte de ça. Voilà, c'est ça qu'il dit. Oui, des fois on voit quelque chose de beau ou quelqu'un de beau, et puis par rapport à une réaction, il sera plus beau, quoi. Oui, bah, Et ça- si on ça le va lui changer. dit, et si on le lui dit, je veux dire, ça va être, Mais oui, mais ça souvent, on va ne veut pas être croire. mal vécu. Oui, Mal vécu. mais c'est la vérité de l'instant. L'embellissement, la projection fait qu'on embellit, on veut croire à notre truc parce que c'est un shoot aussi. Voilà, c'est de l'intensité aussi. Donc on a besoin de vivre des trucs intenses. Donc souvent on agrandit ce qu'on appelle la grandiosité, c'est-à-dire qu'on embellit le réel. On l'idéalise, on l'embellit pendant un instant, puis après on le désidéalise à la hauteur qu'on l'a idéalisé. Hein. Ça monte, ça descend. Voilà, et plus ça monte, plus ça descend d'ailleurs.